Monsieur Gall, merci de nous accueillir dans vos locaux pour ce nouveau numéro de 20 minutes pour comprendre. Cette fois-ci, 20 minutes pour comprendre l'illusion financière. Il est de bon ton de critiquer ce que l'on ne comprend pas. Le thème d'aujourd'hui n'échappe pas à cette règle. D'abord parce que d'une façon générale, les gens sont fâchés avec les chiffres. Oui. Et Dieu sait que les acteurs de ce domaine, qu'est la finance, les manipulent dans tous les sens. Et ensuite parce que la finance est immatérielle et il est difficile pour le commun des mortels de conceptualiser un domaine dans lequel les mathématiques sont au centre de toute décision. Donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair ensemble. Pour vraiment vulgariser, il faut l'idée d'être très didactique. À quoi servent les marchés financiers? Quelle est leur utilité? Alors, à quoi servent les marchés financiers? Le capitalisme fonctionne en fonction d'une idée assez simple, c'est que vous avez à mettre ensemble du travail, du capital et des matières premières pour partir des choses brutes et transformer ça en un produit que les gens vont vouloir acheter. Vous savez, c'est donc... Et le bien, alors qui est toujours rare dans ces trois, c'est toujours le capital, l'épargne. C'est vraiment le truc qui manque le plus. Donc il faut qu'on ait un système qui permette à l'épargne d'aller vers celui qui l'utilisera le mieux, qui ne la gâchera pas. Si vous êtes peut-être chrétien, vous connaissez peut-être la parabole des talents. Vous savez, le Seigneur donne 4 talents à un, 2 à l'un et au troisième. Celui qui en a 4, il en fait 4, celui qui en a 2, il en fait 2, et puis celui qui en a un, il l'a enterré. Et donc, à ce moment-là, ce que nous dit le Seigneur, c'est qu'il faut que le capital aille à celui qui en rendra plus qu'il n'en a reçu. Donc, si vous voulez, c'est dans l'idée qui ça permet aux générations futures d'être mieux que les nôtres. Vous voyez, d'avoir plus de capital, plus. C'est ce qu'on appelle en termes techniques l'approfondissement capitalistique. C'est-à-dire, plus vous avez plus de capital, vous pouvez travailler mieux, et en travaillant mieux, vous avez une productivité plus forte, et d'autant que le niveau de vie monte. Donc, à quoi sert le marché financier? C'est en principe, le marché financier, c'est l'endroit où on cote tous les jours des affaires, et le but, c'est d'essayer de mesurer là où la rentabilité marginale du capital est la plus forte. C'est-à-dire que très curieusement, dans le capitalisme, c'est pas la rentabilité moyenne qui compte, c'est la rentabilité marginale, c'est-à-dire de l'unité de plus que vous fabriquez. C'est fait comme ça. C'est comme pour ceux qui ont fait des maths, c'est la dérivée. Oui, c'est ça. C'est la dérivée première. Donc, en économie, je me souviens, dans mes premiers cours, on essayait d'équilibrer cette recette marginale avec le coût marginal. Voilà, c'est exactement ça. On essayait de faire ça. Et donc, c'est à ça qui sert. Donc, le marché financier, c'est, comme tous les marchés, c'est un marché qui procède par tâtonnement. Vous confiez de l'argent à L'Oréal, je sais pas, à Moulinex, il y a 30 ans, puis vous regardez au bout de 6 mois ce qu'ils en ont fait, s'il y en a un qui a fait bien, l'autre qui a fait mal, etc. Et donc vous donnez plus à celui qui a fait bien et moins à celui qui a fait mal. Et ça permet, ce qui est la base du processus capitaliste, c'est le darwinisme. C'est-à-dire ceux qui se débrouillent bien, ils ont de plus en plus, et ceux qui ne se débrouillent pas, ils ont de moins en moins. Et dans la parabole des talents se finit par quelque chose qui est très curieux, qui est que et ceux qui ont reçu auront encore plus, et ceux qui n'auront pas reçu auront encore moins. Ce qui ne paraît pas parfaitement juste. Qu'est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que la rentabilité marginale du capital est là, au milieu des évangiles, ils vous regardent bien, et le capital doit aller à celui qui a une rentabilité marginale plus forte. Et ça doit se faire à l'intérieur d'un marché. Mais pour que ça se fasse à l'intérieur d'un marché libre, où les gens rentrent, d'abord il faut qu'ils soient libres. Il ne faut pas qu'il y ait des valeurs qui soient subventionnées, du capitalisme de connivence, des trucs qui sont arrangés avec l'État, qui sont payés par les impôts et qui touchent qu'une petite partie des gens. Vous voyez ce que je veux dire? On fait l'hypothèse que l'économie est à peu près honorable. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais on fait cette hypothèse-là. À ce moment-là, le capital va vers celui qui le mérite. Et ce qui se passe, c'est que vous avez à ce moment-là une croissance qui se produit. Mais pour que ça se passe, il faut aussi que les prix soient justes. Parce qu'on oublie toujours, c'est que vous avez un système de valeurs dans votre tête. Moi, j'ai un système de valeurs dans ma tête. Ils sont complètement différents. Et de temps en temps, quand on a quelque chose, comme je sais pas, ce téléphone, je peux essayer de vous vendre mon téléphone. Vous pouvez, si ça vous intéresse, vous essayez de l'acheter. Et à ce moment-là, moi, je me sais vendre mon téléphone, vous en avez un de plus. Et on peut se mettre d'accord sur un prix. Mais ce prix, c'est un prix qui a été pris entre deux personnes qui étaient volontaires toutes les deux, qui acceptaient ce prix toutes les deux sans qu'on leur donne des coups de pied dans les fesses. Donc,
pour que la valeur marginale existe, il faut qu'il y ait un prix qui soit un prix juste, c'est-à-dire où les deux parties ont l'impression de gagner. Qu'elles essaient de maximiser leur utilité. Maximiser leur utilité, exactement. Vous employez le bon terme. Et donc à ce moment-là, tout le monde est content. Mais j'avais un professeur d'économie quand j'étais à Toulouse il y a très longtemps qui disait qu'il n'y a que deux formes d'économie dans le système, de partout. Ou c'est l'économie de la main invisible d'Adam Smith, vous savez, c'est le marché. Le boucher, il ne travaille pas pour que vous êtes agréable, il travaille parce qu'il va gagner de l'argent, vous vendez la bonne viande, si vous vendez la mauvaise viande, il ne viendrait plus, il ne peut pas s'en rouler, etc. Donc c'est la main invisible, tout le monde fait du mieux qu'il peut, comme ça il trouve des gens qui lui achètent leurs produits. Et puis alors c'est le grand coup-de-pied dans le derrière de Staline. Mais il n'y a rien entre les deux. Ou vous êtes dans une économie qui est libre, ou dirigée, ou vous êtes le grand coup de pied dans derrière de Staline. Et vous mesurez le rapport entre l'économie libre et l'économie pas libre en prenant le poids de l'État dans l'économie. Regardez par exemple les Suisses, ils étaient à 30% d'État dans l'économie en 1960, la France aussi. Aujourd'hui, nous, on est à plus de 60, et les Suisses sont toujours à 30. Et où le niveau de vie a-t-il monté? Pas en France. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est le principal ennemi du marché libre, c'est toujours l'État qui a une idée très arrêtée sur la façon dont vous devriez dépenser votre argent. Bon, alors, je sais bien que ça n'a pas de lien direct avec ce que vous venez de dire, mais on observe des crises à peu près tous les 10 ans. Depuis, en gros, la désintermédiation financière, on a une crise à peu près tous les 10 ans. Et à chaque fois, les financiers sont accusés d'avoir joué avec le feu. Alors bon, il y a eu Nick Leeson et la Barings en 95, Carlyle et la Société Générale, le fonds LTCM, bon. Du coup, est-ce qu'il faudrait contrôler davantage ce milieu? Est-ce qu'il est capable de s'autogérer? Est-ce que c'est vraiment eux les responsables de tous les maux? Non, c'est pas du tout. J'avais écrit un livre qui s'appelait Libéral mais non coupable, qu'on peut retrouver sur Amazon, etc. Alors, ce qui se passe, c'est que pour que le capitalisme fonctionne avec deux axes. Le premier, c'est la géographie, c'est-à-dire où vous produisez, où vous achetez, vous voyez ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'on était votre origine en France, en Allemagne ou en Chine, vous voyez ce que je veux dire, ça c'est la géographie. Et le deuxième, c'est le temps. C'est-à-dire vous avez une espèce d'axe temporel qui est est-ce que je me lance dans des opérations qui seront rentables dans 7 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 3 mois, et le prix du temps, ça s'appelle les taux d'intérêt. Le prix de la géographie, ça s'appelle les taux de change. Donc vous avez l'axe taux d'intérêt et l'axe taux de change qui sont comme ça. Alors l'axe taux d'intérêt, si vous mettez les taux d'intérêt trop bas, ce que tous ces pays-là font, tout ce qu'on fait depuis 25 ans, on a mis des taux d'intérêt beaucoup trop bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un richissime gars qui a, je ne sais pas combien d'immeubles à Paris. Vous allez voir votre banque, vous dites, cher ami, il y a l'immeuble d'à côté du mien qui est en train de se vendre, là. Je mets mes 2 ou 3 immeubles en garantie, vous allez me prêter de l'argent, comme les taux d'intérêt sont à 0, ça ne me coûte pas très cher, j'achète votre immeuble et puis je donne les autres en garantie. Donc, comme tout le monde fait ça, le prix des immeubles monte, mais il n'y a pas un mètre carré de bâti de plus à Paris. Voilà, exactement. Oui. En fait, on a observé ces dernières années que c'est surtout les transactions sur l'ancien qui se sont accélérées. Mais voilà, c'est-à-dire que vous faites monter la valeur des biens, mais il n'y a pas d'augmentation du stock de capital. Non. Donc la productivité baisse, puisqu'il n'y a pas d'approfondissement capitalistique, les travailleurs n'ont pas plus de capital pour mieux faire, et comme les salaires suivent toujours la productivité du travail, les salaires baissent. Et donc les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, et la classe moyenne est broyée. Voilà. Et c'est ce qu'on a depuis 15-20 ans, où on a au gouvernement et aux banques centrales des gens qui représentent les super riches et qui suivent des politiques favorables aux super riches. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout en démocratie. On est aujourd'hui dans une espèce de plutocratie qui a pris le contrôle de nos monnaies et qui manipule les monnaies à leur profit. Ce qui est absolument extraordinaire. Et ça fait quoi? Quand j'ai écrit mon papier là-dessus en 2012, j'ai appelé ça le coût élevé de l'argent gratuit. On disait, mais vous ne vous rendez pas compte ce que ça va amener? Ça va amener à des désastres, ça va amener à une rupture de la civilisation, c'est épouvantable. Oui, on peut estimer ce phénomène
il y a combien d'années à peu près? Est-ce que ça date de la crise des subprimes ou c'était pas la crise. Ça a commencé avec l'arrivée au pouvoir d'un homme qui s'appelait Bernanke aux États-Unis, qui avait remplacé Volcker, et ensuite le suivant ont été des bons banquiers centraux qui ont maintenu les taux d'intérêt réels à un niveau élevé, parce que pour empêcher que ça se passe, il faut que que le coût de l'argent soit un vrai coût, que le coût de l'argent soit à la rentabilité marginale du capital dont on a parlé tout à l'heure. Si les affaires rapportent 5, il faut que vous mettiez le taux d'intérêt à 5 pour simplement que les gars qui gagnent plus que 5 puissent emprunter. Il faut que l'argent soit réservé à celui qui a une rentabilité très forte, si vous voulez, ou qui pense qu'il a une rentabilité très forte. Mais si vous le mettez à 0, les types vont emprunter à 0 pour acheter des trucs à 2, à 3 ou à 4. Et donc, là encore, ils vont acheter des trucs existants à la place d'être forcés d'investir dans de nouveau capital. Ce qu'il faut, c'est littéralement forcer le capital à aller vers les nouvelles aventures et non pas capitaliser sur les anciennes qu'on achète à escompte. Justement, dans un rapport qui est paru dernièrement, c'était je crois en novembre 2021, un rapport McKinsey sur The Rise of the Global Balance Sheet, ils disent notamment que la baisse, cette faiblesse des taux d'intérêt explique, pour ainsi dire, l'absence d'investissement ces dernières années. L'arbitrage qui est fait par les financiers, forcément, et se fait. Je ne sais pas, moi, imaginez que je sois un homme qui a de l'argent. On me propose d'investir dans une affaire lancée par un petit jeune qui est plein d'espoir, qui va gagner du 6 ou 7% par an, mais il a une bonne chance de se casser la gueule 100%. Et puis on me propose d'acheter un hôtel à côté d'ici, qui gagne du 3 ou 4, qui sera là, quoi qu'il se passe, il ne va pas disparaître celui-là, et j'emprunte à 1%. Je me dis, bon, 1%, 4%, d'accord, je ne gagne pas 6, mais j'y gagne 3 et je ne prends aucun risque. Ouais. Et donc vous allez vers le 3, vous allez vers le 4, je veux dire, vous n'allez pas vers le truc, vous n'allez pas financer le petit jeune. Donc en fait, c'est pas tant le décrochage entre la sphère réelle et financière qui est préjudiciable, c'est surtout le fait que l'argent a été utilisé sur des choses non productives. A été littéralement, on a forcé, on a mis un faux prix de l'argent pour favoriser les riches. Voilà. On a favorisé le rentier au détriment de l'entrepreneur. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est l'image de ce qu'on observe depuis maintenant une bonne quinzaine d'années. Et les gens disent, vous voyez bien, le capitalisme ne marche pas. Mais je leur dis, mais le capitalisme, c'est des vrais prix. Si l'argent, si on l'avait laissé... Mais en faisant ça, imagine par exemple la France a 1200, 1300 milliards d'euros minimum dans les assurances vie, qui vous donnent du 1% maintenant. Donc vous touchez donc sur, je crois, 10 milliards d'assurances vie. Mais si les taux réels étaient là où ils devraient être, les Français doivent toucher 50 ou 60 milliards dans la consommation. On le vole. C'est là, ces 50 milliards, on les a volés à l'assurance vie pour les donner à des gens qui vont spiler, je sais pas où. Spiler, c'est un mot allemand. C'est un mot allemand, c'est du yiddish qui veut dire spéculer, quoi. Oui, c'est du jeu. C'est du jeu. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on a réussi à convaincre, à cause de professeurs d'économie imbéciles, que les taux d'intérêt bas, c'était favorable à la croissance. C'est faux. Vous ne pouvez pas avoir un résultat optimal si vous avez un faux prix au départ. Ouais. C'est complètement idiot. Donc, c'est pas la sphère financière qui est une folle, c'est la sphère des banques centrales. C'est les banquiers centraux. Il faut supprimer tous les banquiers centraux. Il faut supprimer la banque centrale. Ça sert à rien. Il faut les supprimer ou il faut au contraire leur donner plus de souveraineté? Parce que si on prend par exemple le cas de l'Europe, on n'a plus aucun contrôle, nous en France par exemple, sur ce qui se passe. Mais justement, c'est pour ça que nous on devrait avoir une banque de la banque centrale française qui gérerait le franc français, et si les types font des bêtises, on les met en prison. Voilà. Je veux dire, il faut qu'il y ait une sanction sur ces banquiers centraux, démocratiques ou j'en sais rien. Ce que disait Milton Friedman, c'est qu'il disait qu'il fallait remplacer tous les banquiers centraux par un ordinateur qui augmentait la masse monétaire de 3% par an. C'est tout. Puis fermer l'ordinateur, prendre la clé, aller l'acheter au fond de la Seine et interdire à tout le monde d'aller la chercher. Et c'était bien mieux que tous les banquiers centraux. Parce que regardez ce qui se passe en ce moment. Les banquiers centraux nous ont mis des taux d'intérêt imbéciles pendant 10 ans. Vous savez, 0, -1, etc. Bon. Tout le monde a spilé comme des bêtes. Sur les États-Unis, depuis la création des États-Unis en 1760, je ne sais plus quand, 60% de l'argent créé depuis la création des États-Unis a été créé dans les 10 dernières années. C'est pour vous dire comme ils ont fait marcher la planche à billets. Bon, ils font marcher la planche à billets comme des fous, puis il y a un coup de peau, le pétrole se passe la guerre en même temps, bref, la Chine envahit tout le monde avec des prix bas, donc l'inflation ne monte pas.
miracle, on peut imprimer de l'argent, l'inflation ne monte pas, donc il continue. Ouais. Ça a été multiplié par 8, j'ai regardé M1, la masse monétaire M1 aux États-Unis, entre 2012 et aujourd'hui, ça a été multiplié par plus de 8. Mais voilà ce que je vous dis. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit la Banque centrale il y a 2 ans? Elle dit, en aucun cas je ne monterai les taux courts très rapidement. Donc qu'est-ce que font toutes les banques? Vous savez, les banques, elles prêtent de l'argent d'un côté, et puis elles mettent de l'argent en garantie de l'autre. Et dans quoi elles vont l'investir? Elles vont investir dans une obligation à 10 ans qui sera à 1%, parce que c'est là où ils étaient à l'époque. Donc la Banque centrale leur dit, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de hausse des taux. Donc ils achètent tous du papier long, parce qu'ils ont bien besoin de faire avoir un petit peu de rentabilité. 1%, c'est pas terrible, mais c'est mieux que 0, quoi. À ce moment-là, l'inflation démarre, et les taux passent de 1 à 5. Donc ils prennent une énorme claque sur leur papier long qui a été investi là, qui perd 25 ou 30%, et comme ils ne peuvent pas verser du 5% aux dépositaires, tous les dépositaires se barrent, et les banques sautent comme des bouchons. Mais ce qui a fait sauter les banques comme des bouchons, c'est pas la mauvaise gestion des pauvres banquiers, c'est le politique de la Banque centrale, qui maintenant est en train de dire « je vais vous sauver ». Mais c'est le gars, c'est l'incendiaire qui devient pompier, quoi. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Donc, on est géré par des extraordinaires surdiplômés de n'importe quoi. Pourtant, c'était quand même assez prévisible. On sait très bien que dès lors qu'on augmente massivement la masse monétaire, déjà les taux vont être très bas, parce qu'il faut bien se remonter sur voilà, au début ils sont très bas, puis après l'inflation monte et ils deviennent très haut. Mais ça, tout le monde le sait. Mais ils ont tous fait des agrégations d'économie, ils ont des diplômes comme ça, on leur donne des prix Nobel comme à Bernanke, et ce sont des criminels. Alors aujourd'hui... Il y a 2 possibilités. Ou ils sont malhonnêtes, oui. Ce qui n'est pas possible, parce qu'en général ils terminent au conseil de Goldman Sachs, ce qui n'est pas possible, ou ils sont complètement idiots. Moi, je pense et les deux ne sont pas exclus d'ailleurs, qui sont à la fois malhonnêtes et... Je pense que ce sont des gens qui sont quand même suffisamment intelligents pour réfléchir d'abord à leur bien propre, plutôt qu'au bien commun. Voilà. Et ça, c'est ce que vous dites est très important, c'est que toute cette classe qui est là-haut, vous savez, qui nous gouverne, toute cette classe mondialiste, elle n'a aucune idée du bien commun. C'est une nouveauté tout à fait extraordinaire, c'est qu'autrefois, les gens gouvernaient pour l'ensemble du royaume, du pays, etc. Aujourd'hui, quand je parle à un certain nombre de ces gars, ils me disent « mais Charles, t'es complètement idiot, ça n'a jamais été aussi bien pour nous. Ouais. » Et c'est vrai, puis ils pillent les autres. Ça n'a jamais été aussi bien pour eux. Mais c'est monstrueux. Et en toute impunité. Parce que le rassemblement... Mais non, puisqu'ils n'ont pas eu le soin de contrôler tous les tribunaux, tous les ministères de la justice, tout, donc on ne peut pas les attaquer. On est fait comme des rats, quoi. L'endettement donc, auquel la France et d'autres pays doivent faire face aujourd'hui, comment ça va se terminer? Là, on a 3 000 milliards qu'on va devoir rembourser à des taux qui seront évidemment plus à 0%, voire négatifs. Donc, on va sauter. Voilà, donc quand j'entends, pas plus tard que ce matin, Attal, le ministre, nous expliquer qu'il n'y aura pas de ministre du budget, il nous expliquait qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts, ça paraît peu probable. On ne peut pas les augmenter. La réalité est assez simple, si je regarde. Vous savez, il y a quelque chose qui est très important, c'est le service de la dette. Les intérêts, quoi. Vous savez, c'est dans le fond, vous avez un stock de dette qui est là, et à combien ça vous coûte pour le pousser d'année en année comme ça. Bon. Il y a, au milieu des années, au début des années 2000, on était à 80 ou 70-80 milliards d'euros par an pour servir le stock de dette passé, parce que le taux d'intérêt était à 7 ou à 8. Depuis, la dette est passée de 1 à 3,5 quasiment, vous voyez ce que je veux dire, une hausse absolument extraordinaire. Et pendant 15 ans, comme la Banque centrale, ces criminels dont je vous parlais tout à l'heure, ont fait passer les taux de 8 à 0, voire négatifs, notre service de la dette est passé de 80 à 50. Et pendant que la dette explosait, le service de la dette baissait parce que les taux d'intérêt baissaient plus vite que la dette ne montait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais maintenant, ça s'est retourné, les taux d'intérêt montent et la dette continue à monter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est déjà à 80. Dans un an, on sera à 110. Et si les taux d'intérêt remontent à 7, ce qui n'est pas possible, l'inflation est à 7. Je ne demande pas quelque chose d'extraordinaire, que les taux d'intérêt soient juste sur le taux d'inflation. À ce moment-là, la totalité des recettes fiscales françaises iront au service de la dette, il n'y aura plus rien pour rien d'autre. Donc si vous voulez, on est dans une situation impossible.
Mais même là, vous dites 7% de taux d'intérêt, 7% de taux d'inflation, il faudrait même que les taux d'intérêt soient supérieurs pour qu'on ait quand même un taux d'intérêt réel. Absolument, il faudrait pour que l'inflation soit cassée, il faudrait que le taux d'intérêt monte au-dessus du taux. Mais là, ne serait-ce qu'arriver à 0, mais avant qu'on arrive à 7, si vous voulez, tous les États en Europe ont sauté. Donc, si vous voulez, c'est assez curieux. On a fait des promesses. Je vous en fais quelque chose. J'ai été absolument un peu étonné par tout ce ramdam sur la retraite. Parce que, compte tenu de ce que je vous dis là, de retraite, il n'y en aura pas. Les gens disent, je la prendrai à 62, je la prendrai à 64. Je leur dis, vous avez du pot si vous la prenez à 80. Il n'y aura pas un rond dans les caisses. Mais bon, tout le monde a fait un focus sur le passage de 62 à 64 ans. Je ne suis pas du tout convaincu que c'était ça l'enjeu. L'enjeu, c'était le financement, savoir comment on allait vraiment financer. Et pas la façon dont ça a été présenté par les médias. C'est est-ce qu'on continue le système par répartition ou par capitalisation? Mais on arrête dans un système impossible, parce que aujourd'hui, les retraites, ça représente à peu près 14% du PIB. Hein. Bon, si le PIB est à 100, les retraites coûtent 14. Et vous dites aux gens, je vais vous stabiliser ça à 14. Bon. Mais si le PIB passe à 90, vous allez payer 14 sur 90 ? Oui. C'est-à-dire que les autres, qui bossent, vont devoir toucher beaucoup moins pour pouvoir vous maintenir ce problème. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'à partir de maintenant, les retraites sont payées en fonction de la richesse créée par le secteur privé, et puis c'est tout. Mais il va nécessairement se contracter, ce PIB. Bien évidemment. Il va falloir faire des économies, donc déjà sur tout ce qui est administration publique, sur ce poste-là. Et puis en plus, encore, quand vous lisez les études de Charles Pratt, il y a à peu près, je crois, 73 milliards de fraude à la sécurité sociale. Ben, on pourrait peut-être commencer par là. Oui. Aller chercher la fraude à la sécurité sociale et voir qui l'a fait. Je crois qu'on est 67 millions de Français, il y a 73 millions de cartes vitales. Il y a peut-être un loup là, enfin je sais pas, il y a peut-être des choses à regarder. On pourrait peut-être économiser quelques milliards plutôt que gratter 12 milliards sur les retraités. On aurait peut-être pu commencer aller chercher ces 70 milliards, qui sont du vol. Oui, tout à fait. C'est étonnant, on l'a pas fait. Non, parce qu'il ne faut pas faire de peine aux gens qui fraudent. Et là, la responsabilité des syndicats est très lourde. Parce qu'en principe, c'est eux qui devraient gueuler pour que l'argent public soit utilisé de façon convenable. Non ? Oui, tout à fait. C'est eux. Donc, en gros, là, moi, si je comprends bien, on est vraiment tombé dans cette fameuse trappe à liquidité. Là, On est tombé dans la trappe à dette en fond. On est en train d'y rentrer à fond. Et sans faire de prédiction avec une boule de cristal, vous pensez que cette situation inflationniste va se poursuivre, va s'aggraver Je crois qu'il va se passer un phénomène, et peut-être c'est là-dessus. Vous savez, à la fin des années 90, il y a eu une grande crise monétaire en Asie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la crise asiatique, ça a été... Et à ce moment-là, le FMI est allé à Londres. Je crois que c'était M. Larosière, d'ailleurs, qui était à l'époque FMI, et qui a donné des ordres à tous ces pays, la Corée, l'Indonésie, en leur disant, vous faites ci, vous faites ça. Donc, et ça a été une perte de face en Asie. Ils n'en sont jamais remis. Et donc, toute la politique économique en Asie, depuis le début des années 2000, c'était de ne jamais revoir le FMI. Plus jamais revoir. Donc, plus jamais le revoir, il faut avoir des excédents d'épargne monstrueuses. Comme ça, ils n'ont pas... Donc, ils ont eu des monnaies sous-évaluées. Ils ont accumulé des réserves de change monstrueuses, et c'est une réserve de change monstrueuse qui les empêchait d'avoir le FMI à nouveau. Ils les ont investis dans nos marchés obligataires, aux États-Unis et en Europe. Donc nous, qui n'épargnions pas assez, on a eu cet excédent d'épargne qui arrivait d'Asie, et qui nous a permis de vivre au-dessus de nos moyens pendant 20 ans. Mais maintenant, on est en train de dédollariser, on en a parlé aussi dans le passé, ça se passe assez vite. La dédollarisation va à fond la caisse. Ils peuvent payer leur pétrole dans leur monnaie, donc ils n'ont plus besoin de cette épargne. Donc ils veulent cesser de surépargner. Ça veut dire que les flux qu'on recevait pour nous permettre de vivre au-dessus de nos moyens, on ne les aura plus. Et on va se retrouver à devoir vivre avec en quelque sorte, la France a survécu depuis 20 ans en ayant de l'argent gagné, sur lequel on mettait une couche d'argent emprunté pour maintenir le niveau de vie. Ben maintenant, l'argent emprunté, il ne va plus être là. Et donc le niveau de vie va se retrouver
va y avoir une chute des niveaux de vie monstrueuse. Alors sans les matières premières, sans la technologie qui risque de nous échapper parce que tout simplement dans ces pays-là, voilà, ils ont des cerveaux aussi. Alors on a un gros avantage en France, c'est qu'on a toute une série de grandes sociétés du style Air Liquide, Schneider, etc., qui ont d'excellentes technologies, mais qui ont compris il y a très longtemps que ça ne servait à rien de développer ça en France. Ce sont des sociétés françaises, mais elles ont des usines en Chine partout. La France, c'est là où elles ont leur siège social, leur assemblée annuelle, mais le moins elles viennent en France, depuis ça, leur porte mieux. Donc, si un jour la France redevient un territoire favorable à l'investissement, c'est-à-dire si le taux de change est à un niveau où ça redevient rentable, etc., elles reviendront. Il y a des tas de pays qui n'ont même plus ce tissu industriel. Nous, on a perdu notre tissu industriel, mais on l'a gardé à l'extérieur de France, ce qui est très paradoxal. Donc ça peut revenir à n'importe quel moment. Mais encore faut-il que la rentabilité du capital investi en France soit plus forte que la rentabilité du capital investi à l'étranger, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et puis une réindustrialisation, ça prend du temps quand même. Et puis ça suppose surtout d'avoir un vrai prix de marché pour les taux d'intérêt et les taux de change. Donc, justement, sur cette partie technologique, là, aujourd'hui, on vit une formidable mutation. Bon, plusieurs auteurs s'étaient penchés sur les causes et conséquences du progrès technique, donc je pense notamment à Schumpeter et son concept de destruction créatrice. Le moteur de l'économie serait expliqué par les innovations et mutations. Qu'est-ce qu'on peut penser de l'arrivée de l'IA aujourd'hui? Est-ce qu'on sera toujours dans ce concept de destruction créatrice? Est-ce que ça va pas davantage détruire? Est-ce qu'on va réussir à s'adapter? C'est un formidable défi. Je sais qu'il y a des tas de gens qui sont plus intelligents que moi et qui en savent plus que moi, mais je lis, comme beaucoup de gens, pour m'informer, je lis. J'imagine que vous aussi, c'est une bonne façon de s'informer. J'écoute aussi ce que j'entends. Ce que je sais avec certitude, c'est que personne ne comprend comment le cerveau humain fonctionne. On n'a aucune explication. Oui, c'est-à-dire que... D'où vient la pensée, pourquoi, comment, pourquoi d'un seul coup vous l'avez cru, quelque chose qui va marcher. J'en ai parlé avec des spécialistes qui ont dit que ça ressemble beaucoup à ce qu'on dit du physique quantique. Vous savez, une espèce de truc qui est hors du temps, qui comprend pas très bien. Et donc, je suis sidéré quand les gens me disent que l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence, alors qu'ils ne savent même pas comment vient l'intelligence. Je veux bien qu'on fasse mieux que l'intelligence, mais encore faut-il l'avoir conceptualisé comment notre cerveau marche. Je n'ai pas la moindre idée. Vraisemblablement, la terminologie intelligence artificielle, elle est galvaudée, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, c'est que vous calculez la vitesse de la lumière, et vous allez maintenant aller chercher à la vitesse de la lumière des situations similaires pour arriver à des résultats. Mais ce que je vois, c'est que dans tous les systèmes fermés, comme les échecs par exemple, les machines nous battent. Mais dans les systèmes ouverts, comme le marché financier par exemple, on les ratatine. Donc est-ce que ça veut dire, alors, selon vous, l'intelligence artificielle ne pourrait pas avoir d'influence, par exemple, sur les décisions qui pourraient être prises dans les marchés financiers? Elles en auront, puis ensuite des gars qui ne seront pas plus bêtes qu'autre chose, qui comprendront comment ces machines fonctionnent, et qui commenceront à jouer contre les machines. Et les machines n'auront pas intégré que ces-là vont commencer à jouer contre elles, parce que dans les expériences précédentes, elles n'étaient pas là. Donc, ce que je veux dire, nous, on peut dire maintenant les machines sont là, je vais raisonner différemment, mais elles ne peuvent pas dire les machines n'étaient pas là, donc je vais raisonner. Elles ne peuvent pas. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que la différence entre l'homme et une machine, c'est que nous pouvons raisonner, nous pouvons prendre des décisions dans un système ouvert. Donc, j'ai pas peur du tout. Moi, je dis ça, ce sont des crétins qui vont à la vitesse de la lumière. Donc sur la finance, éventuellement, il peut ne pas y avoir d'impact, mais alors, bon, dans le monde, voilà, les professions libérales, on voit qu'aujourd'hui, beaucoup sont... Mais les professions libérales, si on réussit à libérer, par exemple, les médecins de toutes les imbécilités administratives... Ah oui, ça, ce serait bien, oui. De tous les papiers qu'ils doivent remplir, les 2/3 du temps qu'ils passent à remplir des papiers, ou si on pouvait libérer les pauvres paysans des papiers qu'ils doivent remplir pour Bruxelles et tout, et que ça soit rempli par une machine plutôt que par eux, ça les libérera pour faire des trucs plus intéressants. Donc non, moi je n'ai pas du tout peur de ça, j'ai peur, dans le fond, de la réponse à la question que vous posez, c'est si le système politique nous met dans un système fermé, comme ils veulent tous le faire, hein, à ce moment-là on est cuit. Voilà. Mais tant qu'on reste dans un système ouvert, je ratatine toutes les machines tous les jours. Ça ne me fait pas peur du tout. Mais s'ils me mettent dans un système où j'ai pas le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela, pas le droit de faire autre chose et pas le droit de faire encore ça, je suis cuit. Donc tant qu'ils me laissent ma liberté, je les ratatine. S'ils m'enlèvent ma liberté, je suis foutu. Mais il y a une grosse partie de l'ordre administratif mondial qui veut nous enlever nos libertés. C'est pour que les machines puissent nous contrôler.
Pour moi, c'est tout à fait extraordinaire. C'est... Je sais pas, mais il me semble que quiconque a pris le pouvoir, Mitterrand comme les autres, j'imagine, avait une... Ils avaient une vision de la France. Ils étaient fiers d'être français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que la France, ça a été un peu la civilisation alternative à la civilisation anglo-saxonne. Et par exemple, on s'entendait de façon admirable en France depuis toujours entre les hommes et les femmes. Ce qui n'est pas un truc très courant dans le monde. Hein. Les hommes et les femmes s'aimaient bien en France. Eh bien, depuis 25-30 ans, avec toutes les imbéciles qu'on a, on est en train de détruire cette espèce de relation privilégiée que les hommes avec les femmes et les femmes avec les hommes en France. Et ça me donne beaucoup de soucis parce que ça veut dire qu'on est en train de perdre ce qui faisait notre spécificité, une espèce de rapport au monde où bon, on trouvait que c'était pas si mal que ça. Quoi. Ouais, bien sûr. Terre de civilisation. Terre de civilisation, on bouffait bien, quand vous allez balader dans les campagnes françaises, les villages sont beaux. On vivait dans un pays qui était beau et où les gens, dans le fond, s'aimaient bien les uns les autres. Bon, les Corses et les Alsaciens, c'était pas pareil, mais enfin bon. Ça faisait son charme aussi. Hein, ça faisait son charme aussi, comme disait mon père, les Corses, bon, c'est les Corses, mais quand il y a une guerre, ça fait des soldats magnifiques. Donc ils étaient utiles de temps en temps, pas tout le temps. Mais c'est vrai, donc il y avait quand même cette immense diversité. Et on est en train d'en faire un pays où ils veulent nous faire tous devenir pareils. Et je sens bien que cet être qui est à l'Élysée, il doit avoir un sang vert qui coule, je sais pas, il n'est pas comme tout le monde, et il veut nous transformer en robots. Oui, Lui, il pense que la vérité, c'est un tableau Excel. Voilà, nous ne sommes que des chiffres pour lui. Ouais. C'est un tableau Excel, et je me dis, mais il est fou. Transformer les Français en tableau Excel, mais c'est abominable. C'est tout le contraire du tableau Excel. Très bien, écoutez, merci en tout cas. Mais ça m'a fait plaisir. Et puis, c'est effrayant tout ça, vous ne trouvez pas?